faut que je regarde. Ça. C'est parti alors. C'est parti. Laisse-moi une petite seconde de pas niquer ton nom de famille. Et on y va. Ah oui, donc j'ai pas mis... Dans ma note, j'ai oublié une lettre. Très bien. J'allais directement pas faire ça comme il Allez, faut. retiens Eukmes. Très bien. Aujourd'hui, on est en présence d'Anthony. Il faut le laisser, ça c'est sympa, il faut le laisser dans l'épisode. Ouais. Mais tu sais qu'une fois sur deux, ça m'arrive. Une fois sur deux, je rate le nom. Et des fois, j'ai fait des trucs horribles où un invité, je l'ai appelé le mauvais prénom tout le long de l'épisode. À chaque fois, il me disait non, c'est pas ça. J'étais là, désolé. Attends, mais moi je fais pire parce que je demande pas le nom de famille pendant l'interview. C'est moi après quand je monte l'épisode que je dis aujourd'hui je reçois machin et chaque fois c'est des noms bizarres et je leur demandais comme par LinkedIn comment tu prononces ton nom. Tu peux m'envoyer un audio sur LinkedIn avec comment tu dis ton nom de famille? Ouais, je comprends. Bon, vas-y, on réessaie. Et puis on verra si Antonin veut le garder, notre petite blague de début. Aujourd'hui, on est en présence d'Anthony Eukmes. Ça veut pas. Hein. Sinon, tu dis Anthony et moi je dis Eukmes. Hein. Tu peux, pour changer. Ça serait très drôle. Non, je vais essayer de le faire comme il faut. Attends. Eukmes. Aujourd'hui, on est en présence d'Anthony Hopkins. Vas-y, mais je suis un mongol. C'est pas possible. En plus, je te vois rire. Je vais te cacher. Allez, je me cache la caméra. Aujourd'hui, on est en présence d'Anthony Hopkins. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Du coup, Anthony, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais ? Alors, je me présenterai tout d'abord comme un développeur passionné, tombé dans l'informatique à 15 ans, parce que j'ai envie de faire mon premier site internet. J'ai eu la chance d'avoir la DSL assez tôt, parce que voilà, j'ai quand même 35 ans, donc la DSL à l'époque c'était tout nouveau. Et donc voilà, tombé dans l'informatique, passionné par le dev. J'ai passé de nombreuses années à me former, à toucher à toutes les technos qui passaient. Vraiment, j'étais archi passionné par ça. Et puis la suite logique, c'était de me dire bah voilà, le dev c'est ma passion, bah je veux gagner ma vie avec. Et on va dire que de mes 20 ans à mes 25 ans, j'ai eu un petit peu la phase du je veux devenir riche et grâce au développement, je vais y arriver. Donc j'ai fait les erreurs classiques que tous les devs font en lançant des projets non réfléchis, en mettant à coder avec une idée que j'avais en tête. Voilà, coder pour lancer un truc et personne ne le testait, personne l'utilisait parce que j'avais pas d'audience et personne ne connaissait le projet en tout cas. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Je me suis super bien amusé à faire plein de projets que j'ai lancés puis que je fermais après. T'en as fait combien à peu près, tu penses ? À mon avis, là, j'ai dû lancer facilement une petite dizaine de projets, je pense, ouais, une petite dizaine. Comme je dis, hein, c'était chaque fois la même chose. C'était, je m'amusais sur mon idée, je développais et puis je passais même pas de temps à faire de la promo derrière. C'était des trucs que, ouais, après 2 semaines ça marche pas, c'est bon, j'arrête, je passe au suivant, quoi. Je crois que c'était plus le plaisir technique à l'époque aussi que le reste, même si j'avais ce rêve de devenir riche, mais voilà. En fait, du coup, à 25 ans, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bah, Otto, tu n'arrives pas à lancer un projet pour devenir riche, alors pourquoi est-ce que tu lancerais pas ton agence de développement au moins, tu serais ton propre patron, tu pourrais engager des développeurs avec qui tu travaillerais, etc. Bon, c'est pas devenir riche, mais au moins, tu serais ton patron et tu aurais la belle vie quand même, ça serait sympa, quoi. Et donc, à 25 ans, j'ai lancé une agence de développement qui s'appelle Into the Web. Spécialement, était sorti un an ou 2 ans avant, je sais plus, et ça me passionnait pas mal. Et okay. J'ai géré cette agence pendant 8 ans, et là, ça a été une expérience énorme à la fois en bien et à la fois en pas bien. Donc en bien dans le sens où j'ai appris énormément de choses. Tu sais, à 25 ans, t'arrives, tu crées une boîte. Après un an, t'as déjà engagé 2 ou 3 personnes. Il faut apprendre à gérer des fiches de paye, il faut apprendre à gérer les responsabilités d'une boîte comme ça, les clients, les retards sur les projets, des devis sur lesquels tu te foires et du coup tu prestes 2 mois de travail en trop et du coup c'est pour ta pomme. Je veux dire, c'est pour ta poire, ouais. Donc vraiment une expérience à la fois super enrichissante. Donc j'ai rencontré plein de gens, j'ai engagé à la fin 10 personnes, j'ai travaillé sur des tonnes de projets. Ça m'a fait grandir énormément. Je veux dire, 8 ans d'expérience comme ça, quand tu es jeune comme ça te fait grandir, mais beaucoup plus vite, ça te fait apprendre énormément de choses. Mais à côté de ça, c'était une expérience
assez négative dans le sens où j'étais très stressé, seul patron pour une boîte de 10, j'ai jamais engagé de chef de projet ou autre, donc c'est moi qui gérais tous les projets clients, c'est moi qui prenais tout en pleine tronche quand il y avait des retards, quand le client était pas content, Ouais, tu t'es mis une belle charge euh, dessus. quand tu avais des clients qui payaient pas et que tu avais 50 000 € de salaire à payer fin du mois, que tu vois que ton compte en banque était à zéro, ou que tu devais payer la TVA fin du trimestre mais que t'as pas assez pour payer la TVA, ce genre de petits couacs qui font que j'ai eu une vie hyper stressante à cette époque-là. Même si ça a toujours marché, je me suis jamais retrouvé dans une merde totale, tu vois, à la limite de la faillite ou autre, mais Ouais. j'ai vécu des hauts et des bas. On a fait des années super où on a fait des bénéfices, etc. À côté des années plus difficiles. Mais voilà, en tout cas, ça m'a permis d'évoluer énormément en voyant d'autres personnes lancer des projets, parce que je développais du coup des projets pour d'autres personnes, etc. En voyant un petit peu comment eux faisaient. Donc j'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup. Mais après 8 ans, je me suis dit c'est plus possible, je veux plus de cette vie stressante, je prends plus de plaisir, je développe plus, je faisais que gérer des projets, gérer mes équipes, etc. Je prenais du plaisir avec mes gars, tu vois, on avait une bonne équipe, on jouait à FIFA à Ouais. midi, on buvait des bières après le bureau, ça c'était vraiment le côté super cool de la boîte. Mais à côté de ça, je me sentais seul parce que seul patron à gérer tout ça, au final c'est toi qui stresses le soir, c'est toi qui stresses la nuit, le week-end, et voilà quoi. Donc après 8 ans, je me suis dit stop, j'en peux plus de cette histoire, j'ai envie de passer à autre chose. Donc j'ai vendu cette boîte. Entre-temps, j'avais créé un site de stand-up paddle. Donc, le stand-up paddle, c'est les grandes planches de surf où on rame debout. Moi, je suis un passionné des sports de glisse comme ça. Et le sport est en pleine ébullition, en pleine explosion à cette époque-là. Et j'ai lancé en fait un réseau social qui s'appelle Subtrotters, qui est un site communautaire où les gens pouvaient publier leurs sessions, leurs spots, leurs photos, etc. Et ça a cartonné. J'ai eu 25 000 membres Ouais. dans le monde entier sur un truc vraiment de niche. Donc, je me suis dit, allez, je vais gagner un peu de l'argent avec ça, ça va le faire. Donc, quand j'ai vendu ma boîte, je me suis retrouvé à gérer un peu ce projet-là, à me dire comment est-ce que je peux gagner de l'argent avec ce projet. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué de vraiment vivre de ce projet dans le sens où j'avais pas un vrai business model, donc j'avais pas une fonctionnalité payante ou autre et je pouvais mettre en évidence. C'était essayer de vivre de la pub. Et je me suis rendu compte que c'était un sport, oui, qui avait beaucoup explosé, mais justement, il y avait plein de marques qui vendaient du matériel. Par exemple, c'est toutes des petites marques. Il y avait peu de grosses marques, en fait. Et donc, ils avaient tous des petits budgets com, et donc, ils n'avaient pas grand chose à investir sur le site. Donc, oui, j'aurais pu gagner 1000 ou 2000 € par mois de MRR avec ce projet-là, mais largement pas assez pour mes objectifs et pour pouvoir en vivre. Donc, j'ai laissé tomber ce projet. En annonçant à tous mes membres que j'arrêtais, j'ai reçu plein d'emails de personnes qui disaient non, fais pas ça, t'es fou, etc. Et notamment un email d'une grosse boîte que je peux pas citer, mais qui est une très grosse boîte dans le milieu du sport, qui m'a dit non, ça nous intéresse, on veut le reprendre ton projet. Et ils l'ont racheté. Alors j'ai pas vendu ça, je crois que j'ai vendu ça 30K, 30 000 €, donc c'est pas, ça m'a pas rendu riche, mais au moins du coup ça fait que le projet n'a Ouais. pas été un échec total, tu vois. Ça m'a permis de partir de ce projet avec comme un peu d'argent et me dire voilà, c'est cool, j'ai vendu une très grosse boîte. Là de rien, c'est une fierté aussi, même si j'ai pas vendu cher, parce que quand tu vends comme ça parce que t'arrêtes, t'es pas en position de force pour négocier, ça c'est sûr. Mais voilà, donc Oui, en plus, il le savait, ouais. voilà. Ils étaient au Mais courant. au final, quand même, chouette expérience. Et ce projet est en train de se relancer maintenant, donc ils bossent dessus. Et, ils relanceront début d'année prochaine. Ce projet va être relancé avec un nouveau branding. Et moi, du coup, voilà. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je me suis dit, je suis resté à la maison pendant quelques mois. Après cette vie stressante, tu sais, t'as ta créativité qui commence un petit peu à revenir. Tu sais, tu dors mieux la nuit. Ouais. J'avais plus d'hypertension, j'étais plus stressé, etc. Donc, j'ai commencé un petit peu à devenir un peu créatif, parce qu'au fond, je suis vraiment un créatif. Et il se trouve que ma femme est photographe. Et j'ai commencé à être un petit peu à l'écoute de ce qu'elle me disait, avec un œil attentif, et c'était, enfin une oreille attentive plutôt. C'était, elle est photographe, mais elle galère sur plein de détails. Donc, comment est-ce qu'elle gère sa facturation, comment est-ce qu'elle fait signer les contrats à ses clients, comment est-ce qu'elle gère son planning, plein de petits problèmes finalement qu'elle avait. Et moi, je me suis dit, écoute, je vais te faire un nouveau site. Sur ton site, je vais te faire une interface d'admin et je vais te faire des petits outils comme ça pour que tu puisses un petit peu gagner du temps, etc., faire ta facturation et tout. Moi, ça va m'amuser, toi, ça va t'aider. Et au début, je me Ouais. disais, ouais, je vais faire ça et je peux en faire un produit peut-être. Mais dans ma tête, je me disais, mais non, les photographes, c'est une toute petite niche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des photographes? C'est vraiment un métier, photographe. On peut gagner sa vie en étant photographe. J'avais vraiment une image, tu vois, du métier de photographe, Ouais. comme ma femme qui faisait ça quelques heures par semaine, tu vois, et qui gagnait un petit salaire complémentaire avec. Et au final, le projet était quelques mois dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi pas quand même creuser cette niche et il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, je vais y aller, quoi. Et donc là, j'ai fait une étude de marché auprès d'une trentaine de photographes pour un petit peu voir s'ils avaient les mêmes problèmes que ma femme et si je pouvais les aider. Et cette étude de marché a été archi positive. Donc à chaque fois que je voyais un photographe, ils avaient tous des problèmes similaires, ils avaient tous des besoins vraiment d'une solution pour les aider. Et surtout, il y avait des solutions qui existaient aux États-Unis
qui existe toujours bien sûr, mais qui était très difficile à utiliser en France parce que voilà, un photographe il communique beaucoup avec ses clients et envoyer ton client sur une interface en anglais ou envoyer des documents en anglais, etc. Bien sûr, ça le fait pas du tout. Et même les photographes eux-mêmes galéraient. Tu sais bien, le français et l'anglais, Oui. c'est pas un mythe. Et donc je me suis dit allez feu, je développe Photo Studio, donc Photo Studio qui est mon SaaS actuel. Je l'ai développé pendant 4 mois à mi-temps plus ou moins parce qu'entre-temps j'ai pris en tant que freelance à mi-temps dans un incubateur de start-up où j'ai aidé à lancer quelques projets IoT notamment pour m'occuper pendant que j'étais à l'arrêt quoi. Et donc pendant 4 mois mi-temps, j'ai développé ça. Je suis sorti en juillet 2018 en bêta. J'ai vite eu une centaine d'utilisateurs qui l'ont testé en bêta et puis je l'ai lancé en septembre de manière officielle. Et là, c'était le début de ma nouvelle vie. Les paiements Stripe qui ont commencé à tomber sur les notifications Stripe me disant voilà telle personne a pris un abonnement d'un an, d'un mois, machin. Et là, je me suis dit bingo quoi. J'ai sauté partout dans la maison. Ma femme s'en souvient encore. Franchement, c'était un moment vraiment marquant. Franchement, c'était un rêve quelque chose dont je rêvais depuis toujours, d'arrêter de pouvoir dire je vends mon temps contre de l'argent. Mais non, je fais un vrai produit et ce produit, je le vends sous forme d'abonnement. C'était un rêve. Et là, je me suis dit, ça y est, ce rêve, je suis en train de le toucher et je vais aller plus loin et je vais aller le plus loin possible, quoi. Et donc voilà, l'aventure Photo Studio a démarré. Aujourd'hui, Photo Studio, j'ai envie plus qu'envie vu que j'ai dépassé aujourd'hui les 1000 abonnements payants à Photo Studio. Donc MRR, c'est quand tu retires les taxes, les frais Stripe, etc. Je suis environ à 25 000 euros de récurrent chaque mois. Oui, c'est mieux qu'en vivre. Ouais. Et du coup, moi qui m'étais dit, j'engagerai plus jamais, je veux vivre seul dans ma cabane parce que j'en ai marre du stress et je veux être tranquille, relax. J'ai engagé Adev, donc un développeur avec qui j'ai bossé dans mon ancienne boîte pendant 6 ans et avec qui je m'entends très bien, rebosse avec moi maintenant. Lui, il est vraiment employé full time avec moi. Et j'ai engagé quelques photographes, mais là vraiment en freelance, ils bossent 2 jours par semaine avec moi pour m'aider sur le support. Ils font des démos sur Skype aux photographes qui démarrent. Voilà, des gens qui m'aident vraiment, tu vois, à gérer les trucs que j'aime pas faire finalement et qui me permettent à moi de rester là où je prends du plaisir, c'est-à-dire là aujourd'hui mon plaisir il reste sur le dev. Je suis un dev et je resterai toute ma vie un dev et sur la stratégie quoi, se dire où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on y va. Marketing aussi, voilà. Je prends vraiment mon pied là, aujourd'hui à gérer ce côté-là aussi, autant que le dev, j'ai envie de dire. Je suis vraiment 50-50, je prends beaucoup de plaisir sur ces parties-là. Et donc voilà, et Photo Studio, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Figure-toi que j'ai lancé mardi un énorme déploiement. Donc Photo Studio est aujourd'hui disponible en français, en allemand, en néerlandais et en anglais. Donc voilà, objectif marché européen. Donc voilà, l'ambition grandit avec voilà. Je crois que l'ambition c'est dans la vie, c'est comme tout, ça peut évoluer. Tu peux très bien à un moment te dire, je veux être millionnaire à 20 ans, et puis après, oh non, finalement, je y aller ma vie tranquille, et puis à un moment, tu peux te redire, je vois que ça marche et je peux aller plus loin. Pourquoi est-ce que j'essaierais pas d'aller plus loin? Et je dirais que mon ambition là sur la dernière année a réévolué, et donc je veux vraiment pousser ce projet le plus loin possible. Et mon objectif, il est à 100K d'MRR d'ici 2-3 ans, quoi. D'accord. 100K. Ouais, ça reste atteignable. Hein. Ouais, clairement, clairement. T'as pas l'impression que c'est un truc qui évolue, ça, dans notre manière de voir des objectifs, qui est qu'au début, tu mets des trucs inatteignables. Tu dis, je vais être millionnaire, tu vois, ou je vais être riche avec ce projet. Et du coup, tu vas nulle part. Et puis après, du coup, tu apprends à mettre des objectifs, genre à 2 ans, à 3 ans, réalistes, réalisables. Et Clairement. c'est vraiment. Je crois que c'est l'erreur qu'on fait tous. Parce que, alors on dit qu'il faut rêver, qu'il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles, ok. Mais je pense qu'avoir, comme tu dis, un objectif plus réaliste, ça te permet d'évoluer plus tranquillement en fait, tu vois, sans se mettre une pression de malade, se dire. Moi, je suis vraiment pour une croissance lente et stable, tu vois. Pas les startups d'aujourd'hui qui lèvent des millions et des millions et qui crament tout en espérant un tas de l'exponentiel, tu vois, au niveau du chiffre d'affaires. Ouais. Mais je suis pour la croissance continue, tu vois. Chaque mois, ton MRR, il augmente, tu fais du bon boulot, tes clients, ils sont contents de ton taf, et donc ils en parlent autour d'eux, et ça évolue progressivement. Et c'est vraiment ce que je fais avec Photo Studio, c'est ça, moi, depuis le début, c'est ça. Si un photographe te parle de Photo Studio, il va te dire, Photo Studio, c'est génial, non seulement l'outil est top, mais Anthony, il est super sympa, il est super à l'écoute de ses utilisateurs, et c'est génial, quoi. Donc, moi, je suis à fond pour ça, ouais, clairement. Et donc finalement, un tas de 100K, c'est ça, hein. Un tas de 100K, si tu progresses, il progresse. La courbe s'accélère quand même un petit peu, notamment si je vais sur le marché européen et en étant plus qu'en français. Et je suis certain que je les atteindrai dans quelques années, j'y arriverai. Ça prendra le temps que ça prendra, je mets pas de pression par rapport à ça.
Mais voilà, c'est un petit objectif que je me suis mis en tête, quoi. Tu penses que tu as saturé le marché français, là, francophone? Alors, le marché francophone, il n'est pas saturé, mais clairement, je pense que le maximum que je peux atteindre sur le marché francophone, c'est 2000 photographes payants. Quand je dis francophone, c'est France, Belgique, Suisse. Parce que Québec. Ouais, Québec, j'ai essayé un petit peu. C'est quand même fort petit comme marché Différent, et ça demande beaucoup d'adaptation en termes, même au niveau de la plateforme. Elle est adaptée, elle est prête pour le Québec, hein. Le taux de change aussi est foireux, tu vois, d'euros vers le dollar canadien. Bah, si mon abonnement il est à 29 euros, eux, ça leur coûte 41 dollars canadiens, donc ça fait un peu cher par rapport aux solutions qui sont en dollars américains, tu vois. Donc, et tu vois, il y a des petites choses auxquelles tu penses pas au début, et puis c'est vraiment une temps sur le terrain que tu te rends compte qu'il y a des petits couacs quand même qu'il faut apprendre à gérer, quoi. D'accord. Et j'aimerais savoir un petit peu, donc en revenant sur l'historique de ton projet, tu as mis combien de temps à peu près pouvoir en vivre de ce projet? Alors, au final, ça a été quand même assez vite parce que j'ai lancé donc juillet la bêta. En janvier, donc janvier 2019, j'étais aux alentours de 7-8 000 euros d'MRR, tu vois. Donc 7-8 000 euros, tu sais, moi j'ai pas des grandes ambitions salariales, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'acheter la plus grosse bagnole et je suis pas quelqu'un de bling bling, tu vois, j'ai pas besoin de grand chose pour vivre. Donc avoir avec 8 000 euros d'MRR, tu as quasiment zéro frais. Moi je suis sur Heroku, donc tu payes ton hosting. J'ai jamais dû dépenser beaucoup en pub Facebook ou autre, en budget marketing, donc ça m'a permis très vite d'en vivre clairement. Ouais. Donc quelques mois finalement, à partir du moment où j'ai lancé la version officielle en ligne en septembre, allez, on va dire après 4 mois, j'ai commencé à être rentable, quoi. D'accord, ouais. Ouais, c'est bien. Et pour trouver tes clients, au début, tu les as contactés à la mano ou c'était vraiment du référencement naturel? Comment tu as fait un petit peu au début? Alors, moi, pour trouver mes clients, et ce que je conseille à tout le monde qui lance son projet aujourd'hui, il faut se rendre compte de l'importance des early adopters, comme on dit. Donc, quand un nouveau projet ou un nouveau produit se lance, que ce soit un SaaS ou que ce soit un iPhone, l'iPhone est sorti par exemple, tu as toujours les premières personnes qui vont se ruer dessus. Tu vois, les gens qui ont envie de tester, qui ont envie qui sautent sur les nouveaux projets, on les appelle les early adopters. C'est une minorité, mais ces gens-là sont hyper importants en fait, parce que ces gens-là vont tester le produit, vont en parler en BA, vont peut-être écrire à ce sujet-là, vont vraiment partager l'info que ce produit il est top. Et derrière, tu as tous les gens qui vont suivre, qui vont acheter ce produit, et eux, ils vont avoir besoin de ce produit-là aussi, mais ils ne le savent pas encore vraiment, si tu veux. Mais le fait d'en entendre parler par les early adopters fait que ils vont acheter aussi parce que ils savent qu'il y a d'autres personnes qui sont passées avant eux, qui sont convaincus, et donc eux peuvent acheter entre guillemets tranquillement en se disant qu'ils font un bon achat, quoi, tu vois. Et trouver ces personnes, là, ces early adopters, en fait, c'est hyper important. Et c'est ce que j'ai fait via mon étude de marché. Donc, via mon étude de marché, j'ai vraiment fait ça. J'ai contacté une quarantaine de photographes par email, j'en ai rencontré une quinzaine. Et dans cette quinzaine-là, j'ai trouvé 3 vrais early adopters. Donc, c'est 3 personnes qui étaient vraiment au taquet pour mon produit, tu vois, qui étaient là. Quand est-ce que ça sort? Ouais, il me faut ça, il faut absolument que ça sorte. J'en peux plus là, j'en ai besoin. J'ai besoin d'aide pour gérer mon activité. J'ai vraiment besoin d'une solution. Et en fait, ces 3 personnes-là, ça peut paraître fou, hein, mais ces 3 personnes-là qui m'ont suivi pendant le développement et qui ont été les premiers à tester, ont en fait fait un travail pour moi monumental, c'est-à-dire que ils en ont parlé. J'ai lancé début juillet. Ils en avaient déjà parlé à d'autres de leurs potes qui étaient eux aussi vraiment à la recherche absolue d'une solution dès maintenant. Et puis, tu sais, ça se répand un petit peu, effet boule de neige. Tu te retrouves avec 100 personnes inscrites, mais pas 100 personnes, c'est pas 100 touristes, quoi. C'est vraiment 100 personnes qui sont là et qui voient ta solution comme le produit miracle, quoi. Et en fait, c'est eux qui ont fait la promo de mon produit. Moi, j'ai rien dû faire. J'ai fait un petit peu de pub Facebook. J'ai mis, de mémoire, j'ai mis 2-3 000 euros sur les 4 premiers mois en pub Facebook. Une petite pub Facebook gentille, tu vois, qui suit les photographes francophones pour dire voilà, on existe. Mais c'est pas ça qui a fait le job. Ce qui a fait le job, c'est ces early adopters et le fait que les photographes, c'est une super niche parce qu'ils communiquent beaucoup entre eux. Donc les photographes dans la même région, ils se tirent un peu dans les pattes dans la même région parce qu'on est concurrents. Mais quand ils étaient photographes des régions différentes ou des pays différents, ils se forment entre eux, ils communiquent via des groupes Facebook, etc. Et là, ça a pris vraiment d'un coup. C'est le bouche à oreille, quoi. Moi, c'est vraiment le bouche à oreille qui a fonctionné de manière vraiment super forte. Et tu as essayé de booster ça avec des programmes d'affiliation, si les gens filent des... Ouais, clairement, je pense que ça, c'est un truc à penser pour moi avant de lancer. Enfin, dans ta roadmap, quand tu lances ton produit, tu dois
très rapidement, je pense avoir ça, le système de. Tu l'as boosté, c'est bouche à oreille d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est via des codes parrainage simplement. Donc, quand un photographe s'inscrit, il peut mettre le code de partenaire ou d'un autre photographe, et chacun il gagne un mois gratuit supplémentaire, quoi. Ça, le mettre en place et le communiquer, bien sûr. C'est bête, mais Ouais. simplement, moi, je l'avais mis en place au début, j'avais pas trop de retours, et puis en fait, si tu veux, après, je l'ai mis dans mes emails automatiques. Donc, à chaque fois qu'un photographe reçoit une alerte pour lui dire un client a signé un contrat, un client paye une facture, etc. Dans le mail, je mets en signature. Utilisez votre code parrainage Intel pour inviter les amis photographes et gagner un mois gratuit. Bah, c'est bête, mais au début, tu te dis, ouais, ça va pas apporter grand chose. Mais au final, ça a un impact assez important. Le fait de vraiment que ce soit très visible et que tu communiques là-dessus, bah, ça a fait monter mon système de parrainage très vite, un peu en flèche, quoi, tu vois. D'accord. Donc moi, je pense que c'est indispensable quand tu lances ton produit, à un moment de prévoir effectivement un peu de la viralité, quoi. Penser comment tu vas pouvoir avoir un côté viral dans ton app qui va permettre bah, ouais, de faire que les gens vont en parler pour toi, quoi. Ok. Et ça, t'as su le mesurer? Tu saurais nous dire, genre, combien de gens, sur combien d'utilisateurs t'en as qui ont fait des parrainages? T'as une idée de ça un petit peu? J'ai pas une stat exacte, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Il faut que je la fasse. Je sais que ça a explosé, que ça explose et que je compte là-dessus pour lancer à l'étranger, parce que l'idée c'est bah les gars, on ouvre un tout nouveau marché, le marché européen en plusieurs langues. Profitez-en, vous êtes francophone déjà sur la plateforme depuis longtemps, vous avez tout sur code parrainage, bah parlez-en autour de vous aux photographes qui parlent pas français et utilisez-le. Maintenant, te donner une stat, honnêtement, je préfère ne pas dire de bêtises que j'ai pas donné une Bêtises, ouais. mauvaise stat. Je peux refaire la stat et la donner sur le chantier ou autre, pour ceux que ça intéresse. Mais là, comme ça, j'ai pas, c'est difficile à dire. Par contre, ce que je, Alors, le chantier, pour ceux qui ne savent pas, c'est la communauté où on est tous les deux présents et plein d'autres makers. Et donc, ça rassemble un peu les indépendants qui veulent créer des business. On en parle assez souvent dans le podcast, mais je préfère le rappeler. Et par contre, ce que je peux te dire aussi, c'est que j'ai eu deux points clés au niveau de l'acquisition. Donc là-bas, c'est ce que je t'ai dit, early adopters, bouche à oreille. Et après, j'ai quand même eu deux éléments qui sont super importants, qui m'ont permis d'aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est deux partenariats que j'ai fait en janvier 2019. Le premier, c'est une société qui est déjà un service en ligne pour les photographes, qui a un système de galerie en fait pour les photographes. Si tu veux, les photographes faut mettre leurs photos sur une galerie en ligne pour les partager avec leurs clients. Et eux, Ouais. c'est une société qui, dès que je suis sorti, ils m'ont sauté dessus. Donc, ils m'ont dit, oh, Tony, ta solution, elle est géniale. On pense en développer une, mais c'est trop compliqué pour nous. Est-ce qu'on ne ferait pas un partenariat? Et donc, si tu veux, on a développé quelques liens entre les deux plateformes, donc via des API, dire que voilà, un photographe, quand il reçoit un paiement, par exemple, bah, ça va se mettre dans la compta. Enfin, des trucs qui se font automatiquement. Et du coup, ils ont communiqué sur nous. Donc, on a fait un partenariat, ils ont communiqué sur nous. Ça nous a amené facilement, enfin, ça m'a amené 200-300 photographes sur le premier mois de partenariat avec eux. Et en même temps, j'ai lancé un partenariat avec, là, de l'affiliation pure et dure. Donc, un youtubeur, Sébastien Roignan, qui a 80 000 abonnés sur sa chaîne YouTube française, qui parle que de photos. Et lui a eu un code d'affiliation. Donc, il donnait son code, et lui, c'était pas des mois gratuits qu'il gagnait, bien sûr, c'était de 20% de, Une je donne réduction, ouais. 20% des revenus générés pour les utilisateurs sur les 3 premières années, en fait. Donc, lui gagne bien sa vie grâce à ça aussi, de rien. Ah oui, Et voilà, quoi. Mais ça a fait aussi, il m'a rapporté des centaines d'utilisateurs assez rapidement, quoi. d'accord. Ouais, intéressant ce partenariat-là. Et comment tu l'as trouvé, le YouTuber? C'est toi qui l'as contacté? Il t'a contacté? Alors, c'est assez drôle parce que les interviews que j'ai eues avec les photographes au tout début pendant mon étude de marché, au moins la moitié. Parce que tu sais, moi je creusais, le but c'était pas juste de comprendre si ma solution les Ouais. aiderait, mais je disais, vous vous formez où, vous suivez qui, dans quel groupe est-ce que vous êtes, etc. pour déjà avoir un maximum d'infos pour mon marketing justement. Et la moitié m'ont cité ce gars-là, ils m'ont dit, tu dois contacter Sébastien Roignan, il est super connu, tout le monde le suit, etc. Donc je l'avais dans mon radar, j'ai envie de dire, sauf que quand tu te lances, que t'es pas connu, je lui ai envoyé 2-3 Ouais. emails, j'ai jamais eu de réponse. Et puis 6 mois après, quand il s'est rendu compte que les gens parlaient et que c'était une chouette solution, bah, il est revenu vers moi tout seul, quoi. Et là, ça fait plaisir parce que tu te dis, bah voilà, le boulot que je fais, il sert à quelque chose, il a été remarqué, et aujourd'hui, un mec après qui j'essaie de courir, finalement, il est revenu tout seul vers moi, quoi, tu vois. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ok, intéressant. Il y a souvent ce biais-là. Au début, on veut forcément créer des partenariats et puis en fait, bah, il était obligé. Enfin, plus tu avances et plus les gens sont connus et plus forcément ils filtrent avec qui ils vont parler, avec qui ils vont faire des partenariats parce que tu n'as que 24 heures dans la journée comme tout le monde. Que bah, plus tu es connu et plus il y a de gens qui veulent rentrer en contact avec toi. Et du coup, c'est un truc, je trouve que des fois, on se dit mal, on se dit bah, je vais faire ce projet, je vais contacter ces gens et ils vont m'aider. Et des fois, il vaut mieux laisser le temps que tu construises un petit peu une communauté avec des gens qui sont prêts à te donner du temps parce que ils vaut moins cher pour eux, on va dire. Même si c'est pas dégradant, hein, ce que je dis.
Et du coup, petit à petit, tu progresses jusqu'à un niveau où tu as un équilibre avec les gens que tu voulais contacter à la base, et du coup, c'est beaucoup plus simple. Le rapport est d'égal à égal, quoi. En fait, ce qui est assez à la fois génial et à la fois super dur, c'est que là aujourd'hui, je suis dans une double situation. Donc en France, Photo Studio est hyper connu, vraiment, on a fait un trou énorme. Mais par contre, là, je me lance à l'étranger, en Allemagne et autres, et là, je redeviens la connue, tu vois. Tu passes du statut de Ouais. leader super connu sur un marché au statut de petit poussé qui démarre. Tu vas contacter des gens, ils vont pas te répondre. Et là, c'est voilà, je vais recommencer mon job à zéro, aller chercher de nouveaux influenceurs, essayer des nouveaux partenaires, etc. Et là, évidemment, je vais essayer de jouer quand même sur mes contacts actuels. Donc, tous les photographes qui sont influenceurs en France, qui sont convaincus par notre produit, ils connaissent évidemment d'autres influenceurs en Europe, et je vais essayer de passer par eux, quoi. Tu vois, demander une introduction, dire bah voilà, t'es convaincu par moi et par ma solution, bah si tu veux bien me faire un petit intro auprès d'un tel, ça m'aiderait beaucoup, quoi. Donc, je repars quand même de Alors, zéro là de rien, mais avec un petit peu d'aide, quoi. et du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu vas le documenter? Est-ce que tu vas en parler publiquement de ton chemin pour conquérir l'Europe? Parce que je pense que ça aiderait énormément de makers. Alors, bah, comme tu le sais, j'ai lancé il y a 4 mois un podcast qui s'appelle, alors je le dis pas à l'anglais, je le dis à la française, mais de mature développeur. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider les devs qui, comme moi, rêvent de lancer un SaaS, mais qui galèrent, qui font tous les mêmes erreurs. Franchement, c'est incroyable, on fait tous les mêmes erreurs. Et l'idée, c'est vraiment de les aider à aller plus vite. Donc voilà, j'ai lancé ce podcast il y a 4 mois et honnêtement, bah, je suis assez content des premiers tours. Et j'ai pas mal de devs qui m'ont écrit pour me dire que vraiment le podcast avait un peu changé leur vie, ça les avait motivés, etc. Donc c'est assez cool. Sur ce podcast, j'interviewe chaque semaine un développeur qui est entrepreneur pour partager ses expériences et son vécu. Et moi, en fait, chaque premier épisode du mois, je fais un épisode en solo. Qui apparemment plaît beaucoup. D'ailleurs, j'ai parlé des early adopters. C'est mon épisode 25 qui est vraiment où je parle que ça pendant 30 minutes. J'explique ma stratégie exacte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai lancé Photo Studio? Comment est-ce que j'ai contacté les personnes? Qu'est-ce que j'ai envoyé comme email? Qu'est-ce que j'ai fait comme interview? Donc vraiment, j'explique ma stratégie exacte avec mes résultats. Dire ouais, j'ai contacté autant de personnes, combien m'ont répondu, etc. Et l'idée, bah oui, clairement, c'est de continuer comme ça. Donc, je progresse un petit peu dans une suite logique. Chaque mois, cet épisode seul, j'approfondis vraiment un sujet. Et clairement, cette Ça va encore partie. croissance internationale, ça en fera partie, quoi. Même si je pense que c'est un problème qui tracasse une minorité pour le moment, parce que, soyons honnêtes, la majorité des développeurs, ils sont pas au stade où ils se disent, ouais, je gagne bien ma vie, je vais aller encore plus loin, je vais booster mes revenus en allant à l'étranger. Ils sont plutôt au stade, ouais, je rêve d'avoir mon projet qui Faire marche des revenus. et point. Et d'ailleurs, mon premier conseil que je donne toujours, moi, c'est allez-y en français, quoi, les gars. On a une chance énorme de parler français, en fait. C'est que tous les Américains, tous les startups, tous les développeurs, ils s'en foutent du français, ils parlent anglais et ils veulent rien savoir. Et c'est une grosse opportunité pour nous de développer des solutions en français. Moi, je veux dire, si Photo Studio a cartonné aujourd'hui, c'est parce que je l'ai fait en français. Si je l'ai fait en anglais, je serais en train de me battre avec tous les autres et je serais peut-être à 5 000 € d'MRR, quoi, tu vois. Mais le fait d'avoir fait en français, Ouais. alors qu'on se dit, bah ouais, mais tu vas sur un marché plus petit, ouais, mais tu fais une solution encore plus adaptée, qui va encore plus plaire aux gens. Et donc voilà, si réfléchissez vraiment si votre solution, le fait de la faire en français, ça apporte une vraie plus-value. Moi, c'était clairement le cas. Bah, il faut le faire, quoi. Il faut trouver un projet qui marche aux États-Unis et lancer votre version à vous en français. Et il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. C'est ça. Mais c'est l'idée un peu derrière la niche que souvent les gens comprennent mal, c'est qu'en fait, l'idée de cibler une niche, c'est qu'en fait, tu vas matcher à la perfection ceux qu'ils ont besoin. Donc en fait, ils vont pas regarder les autres produits. Ils n'en ont rien à faire parce que tu les as sélectionnés, tu as fait ça pour eux, et pour eux, c'est le feu. Et du coup, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Et après, petit à petit, tu as grandi, tu trouves des trucs différenciants, parce que si tu veux grandir plus, quoi. Et surtout, le fait d'être vraiment d'aller dans une niche très spécifique et vraiment d'aller le plus loin possible, c'est que tu vas pouvoir communiquer de manière idéale par rapport à ces gens-là. La première question qu'on me pose quand j'explique Photo Studio, ah mais pourquoi t'as fait ça que pour les photographes, ça peut aider plein de gens, t'es bête ou quoi, tu passes à côté d'une opportunité là. Je dis mais non, si j'avais un site généraliste ou un truc, ouais allez-y, je touche tout le monde. Non, là j'ai un site super ciblé, t'arrives, ça leur parle, ils ont des témoignages de photographes, ils voient des fonctionnalités qui leur parlent à eux. Moi quand je communique, je sais quels sont les mots qui les touchent, je sais quels sont leurs vrais problèmes, tu vois. Et Oui, quand c'est trop large, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Tu sais, un bête exemple qui me vient en tête, mais je t'ai dit avant de commencer que j'étais en train d'essayer d'acheter une maison ouais. à Fuerteventura. L'idée, c'est de vivre 4 mois par an et de la louer le reste du temps. Et je disais, pas plus tard qu'hier à mon père, je disais, mais attends, moi, cette maison-là, je vais l'adapter
pour une niche très spécifique. Je veux que des mecs comme moi qui aiment la planche à voile, le surf, etc., qui vont là-bas pour ça, ils aient une maison adaptée à leur pratique. Donc un garage où tu peux rasser ton matériel, ou pour ça tu mets pas du sable dans toute la maison, etc. T'as une douche facilement d'accès quand tu rentres en combi pour te rasser avant de rentrer, etc. Et j'ai communiqué là-dessus, tu vois. Sur mon Airbnb, j'ai communiqué à fond sur ces spécificités-là qui vont faire que ça va me démarquer des autres maisons. Donc tous les surfeurs et planchistes qui vont Ouais. aller sur Airbnb, ils vont voir 40 villas. Logiquement, celle qui va leur sauter aux yeux, c'est la mienne, quoi, tu vois. Et moi, je veux attirer cette cible-là, donc je vais tout faire pour communiquer pour ça. Donc voilà, c'est juste pour dire que ça s'applique pas qu'au projet web et autres. Hein. Le fait d'aller trouver sa niche, ça peut s'appliquer finalement à n'importe quoi. Ça me fait souvent penser à un truc de, tu vas sur un site internet et il y a quelque chose à vendre, mais t'es pas vraiment convaincu. Et souvent, on dit que les meilleurs moyens de convaincre, c'est des gens qui te connaissent. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, ils vont te donner les arguments qui marchent pour toi, parce qu'ils savent c'est quoi tes pains au quotidien, c'est quoi tes problèmes au quotidien. Et du coup, ils vont te dire, ben, regarde, ce produit-là, il fait exactement ça pour toi. Et du coup, tu lui vends superbement bien. Ben là, c'est pareil, cibler une niche, c'est comme cibler un groupe de potes que tu connais, quoi. Tu sais quoi dire qui va les toucher. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus simple. L'histoire que tout le monde connaît, hein, mais je crois pas que Facebook aurait fonctionné s'il n'avait pas commencé par, je sais plus, c'est Harvard, je sais plus où ils sont lancés au début, mais ils ont ciblé Harvard, ouais. Harvard point. Ils ont pas dit on va lancer Facebook dans le monde entier. Non, t'imagines, ils ont commencé par une université, quoi. T'as vu où ils sont aujourd'hui? Oui, c'est ça. Mais en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, au début, quand tu commences, tu as toujours des ambitions de je veux conquérir le monde. Et en fait, à la fin, tu reviens à non, en fait, j'ai envie de faire un truc bien pour certains gens. Et tu vois, et ce que tu disais dans ton parcours entrepreneurial, ça me rappelle le mien, quoi. J'ai commencé par bosser dans des startups, je voulais faire des produits, des licornes, tu vois, comme on voit aux États-Unis. Et en fait, maintenant, je me dis, c'est nul. C'est nul parce que c'est vraiment quand tu as un produit spécifique qui touche des gens spécifiques, qui les aide superbement bien, bah, tu peux en vivre et ça va être trop cool de bosser avec eux, quoi. Enfin, en tout cas, si t'aimes ta niche, hein, bien sûr. Parce que si t'as décidé de faire un truc que t'aimais pas du tout, Et ça là, en marchera fait, pas. et même pour compléter ce que tu dis, là, c'est plus juste faire de l'argent. C'est tu aides vraiment les gens, quoi. Je veux dire, moi, les photographes, ils gagnent vraiment énormément de temps grâce à mon outil et ils me remercient tous les jours, quoi. Je reçois des remerciements tous les jours des photographes qui me disent Photo Studio, c'est génial, continuez comme ça, c'est vraiment top, etc. À l'inverse, quand je faisais du développement sur mesure pour des gros clients, je faisais des devis à 100 000 euros. Ouais, T'avais jamais un merci, t'avais jamais un bravo, t'avais jamais rien. Tu vois, tu travaillais, tu disais allez, on va développer leur truc, leur app là, et puis ils vont nous leur payer. truc qui va Ouais, nulle qui en plus part. tu sais que c'est pourri, tu sais que ça Ouais, va nulle part, tu prends pas de plaisir. Ici, c'est ouais, complètement différent. Quoi. La logique, elle est complètement différente. J'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui, moi, parce que je gagne ma vie avec un produit, mais en plus de ça, mes clients, je veux dire que je les aime. Je me suis vraiment pris d'amitié pour les photographes. C'est vraiment une super niche et les aider, c'est devenu un plaisir. Tu sais, je suis un mec à la base qui répond à ses emails, etc. C'est dur, quoi. Dire je prends du temps pour répondre à mes emails, c'est vraiment quelque chose que je déteste faire. Et là, je reçois des emails tout le temps, je réponds à tout le monde super rapidement, etc. Je suis super réactif. Alors qu'au début, je me disais, faudra que je fasse attention à ça, quoi. Faut que je fasse un bon support client, donc faudra que je sois ouais. réactif. Et en fait, je le fais avec plaisir, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, parce que t'as totalement inversé le truc du travailler pour vivre ou plutôt dans le sens de faire quelque chose que tu kiffes et qui te permet d'en vivre, quoi. Ouais, Quand tu inverses cette balance-là, ça n'a rien à voir, quoi. c'est clair. Enfin, je sais pas si tu te dis que tu travailles encore, mais en tout cas, moi, j'ai plus l'impression de travailler, quoi. Je fais des trucs que je kiffe et ça fait de l'argent. Mais, mais c'est plus. En, f- En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas vraiment l'impression de travailler, mais je suis quand même quelqu'un de. J'aime bosser quand même, tu vois, et comme tu as compris, j'aime bien avoir des objectifs, aller plus loin possible. Et donc, moi, c'est vrai que ce qui est dur, c'est parfois de se dire, bon, finalement, je suis cool, cette semaine-ci, je bosse pas, quoi, tu vois. Alors, j'en profite, hein, je vais plancher, je pars en vacances, je suis avec ma fille, ma femme, etc. Ouais. Mais moi, j'ai comme toujours ce petit truc de se dire, ouais, j'ai quand même envie de bosser, d'aller plus loin, envie de faire des nouvelles choses, etc. Mais voilà, c'est propre à chacun, chacun ses objectifs et son style de vie. Moi, mon job aujourd'hui, comme il est là, c'est de façon un plaisir. Donc, c'est clair que quand je bosse, voilà, je me dis pas, oh, je dois aller bosser, quoi. Non, c'est du plaisir. Donc, et pourtant, rien ne me Non, mais les photographes, ça m'intéressait pas à la base. Donc, tu disais trouver une niche qui vous intéresse. Moi, oui, ma femme était photographe, mais j'avais aucun intérêt à la base à travailler pour les photographes. Et pourtant, tu vois, je suis archi passionné par ma niche aujourd'hui. Donc, comme quoi, il faut avant tout se passionner par ce que tu fais, quoi, par développer une super plateforme qui va aider des gens, qui va te permettre de vivre avec ça. Ça, c'est ton objectif prioritaire, quoi. Ça va être ça. ouais, en fait, je pense que tu as commencé quand même avec quelque chose que tu aimais. C'était, tu voyais ta femme galérer, tu l'aimes et tu veux l'aider à moins galérer. Et finalement, tu te rends compte que ça peut aider d'autres gens.
et il y a quand même une relation de quelque chose que tu aimais à la base et ça a nourri d'autres nouvelles choses que tu as appris à aimer, quoi. Ouais, ouais, peut-être. Ouais. Mais du coup, sur ce truc-là, je pensais un petit peu à ce que tu as dit, c'est que des fois, tu as toujours envie de faire des choses sur ton projet. Et je pense que tu sais, c'est un mal, mais qui est cool quand même en soi. Dans le sens où, en fait, tu es tellement excité par ce que tu fais, tu as toujours des emails de gens qui disent «Eh, ça serait bien d'avoir ça», et tu te dis «Tain, c'est une idée de ouf, c'est trop bien, j'ai envie de le faire», mais en fait, tu avais prévu d'aller en vacances ou quoi. Donc, tu vois, alors qu'il y a d'autres gens, ils sont là en train de se dire «Putain, j'ai ce dossier à régler, j'ai pas envie de le Ouais. faire alors que j'ai envie de me barrer». Tu vois, c'est quand même un mal un peu plus sympa, Ouais, j'ai non, envie de c'est clair, dire. c'est clair. Alors là, je me plains pas du tout. Si tu voyais mon Trello où je liste toutes les demandes de fonctionnalités qu'on pourrait ajouter sur Photo Studio, il est énorme, hein, il y a un truc de fou. Mais bon, voilà, ça c'est mon job de classer, de dire voilà, ça c'est un truc que j'ai développé, oui, parce que bah ça apporte vraiment une plus-value, c'est vraiment très demandé. Mais bon, faut pas non plus tomber dans le piège de dire on ajoute, on ajoute, on ajoute, et au final on fait une usine à gaz. Et quand les gens arrivent sur la Oui. plateforme, l'onboarding est difficile, ils ont peur, ils s'en vont. Donc c'est quand même super chaud à cette partie-là de se dire ouais, il faut ajouter des fonctionnalités pour faire plaisir aux utilisateurs qui sont depuis longtemps et qui veulent que ça évolue. Mais à côté de ça, il faut rester le plus simple possible pour ceux qui débutent, quoi. Donc c'est un équilibre il faut pas perdre, quoi. Hmm. Ça me fait penser un petit peu au motto d'un jeu vidéo super connu qui s'appelle League of Legends, Mhm. LOL. Et donc l'idée c'est easy to play, hard to manage. Et j'aime bien cette idée-là. Je pense que dans les produits, c'est vraiment intéressant d'avoir cette dynamique-là, qu'un utilisateur qui commence, c'est soit super simple, et un utilisateur avancé, il arrive à faire des trucs super poussés dedans, quoi. C'est clair. Et enfin voilà, quand toi, en tant que dev, que tu gères ton projet seul, c'est pas là-dedans où on est le meilleur, tu vois. Donc il faut vraiment faire un effort à Oui. ça. Il faut vraiment faire un effort là-dessus. Il faut vraiment y réfléchir sérieusement, faire un truc, je veux dire, penser en termes de UX, etc. Avoir un truc bien pensé dès le début, facile à prendre en main. Moi, c'est une des choses les plus importantes. D'ailleurs, tous les 6 mois, je travaille là-dessus. Donc tous les 6 mois, je me dis l'onboarding. Ben voilà, aujourd'hui notre taux de conversion il est de 31%. Donc c'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'inscrit sur Photo Studio a droit à une période d'essai, et 31% de ces personnes-là vont passer pour prendre un abonnement payant. Et tu sais, tu te dis, ouais, mais imagine, je passe à 35 et 40%. T'imagines la différence que ça va faire en MRR dans quelques mois. Et donc, c'est moi, tous les 6 mois, je me remets une tâche, revoir l'onboarding, quoi. Et alors, je repasse une semaine pour revoir l'onboarding, que ce soit en écrivant un guide PDF, parce que beaucoup de photographes me le demandaient, j'avais des vidéos, etc. Mais il y en a qui me disaient, moi, j'aimerais bien un guide PDF, soit qui reprend les étapes un peu une par une, que je peux lire à mon aise tranquillement chez moi, etc., pour voir où j'en suis. Le fait de faire ce guide-là, par exemple, ça fait beaucoup de bien. Ça peut être ça, comme ça peut être améliorer l'interface en elle-même, comme c'est, voilà, tu peux toujours améliorer ça, en fait. Et comment tu fais un petit peu, c'est quoi ton process pour dire bah, je veux améliorer l'onboarding? Tu fais avec des feedbacks utilisateurs, tu as un logiciel qui te permet peut-être de voir un peu ce que font les gens sur ta plateforme, tu fais comment? Alors moi, à ce niveau-là, le seul truc qui parle, c'est les chiffres, quoi. C'est vraiment les chiffres. Donc, tu sais, ce fameux système de cohorte, et dire, bah voilà, mes utilisateurs qui s'inscrivent, je sais pas moi, imaginons là, je suis à la version 36, les personnes qui s'inscrivent sur le mois d'octobre, bah, c'est la cohorte numéro 36, par exemple, j'en sais rien. Je vais pouvoir mesurer leurs chiffres, dire voilà, bah, sur ces personnes-là, il y a eu 200 inscrits. Bah, sur ces personnes-là, il y a 25% qui ont converti, par exemple. Par contre, sur ma cohorte de novembre où j'ai fait une nouvelle mise à jour et j'ai revu mon onboarding à fond, bah, un mois après, je vais pouvoir comparer les chiffres et dire bah voilà, tu vois, sur mes deux cohortes, j'ai une évolution de ma conversion. Et bah, c'est très certainement dû à ce que j'ai fait, quoi. Il y a pas non plus il y a pas d'hasard. Oui, bien sûr. Mais ma question, c'était plus comment tu vas savoir quoi changer. Ah ok, ça c'est le support, ça y en a rien, c'est le support, quoi. Y a rien à faire, c'est parler avec moi ce que j'ai fait énormément pendant plusieurs mois, j'appelais toutes les personnes qui allaient sur Photo Studio et qui ne prenaient pas d'abonnement payant. D'accord. Pourquoi? Et la majorité me disait oh, j'ai la flemme, ouais, ça reste un CRM, tu vois, et s'y mettre, ouais, il faut que je prenne comme un peu un jour ou deux pour m'y mettre mes données, etc. J'ai la flemme. C'était ça ou c'est trop compliqué. Et quand les gens me disaient c'est trop compliqué, bah, je disais qu'est-ce qui vous paraît compliqué? Et alors, bah voilà, c'est comme ça qu'au début, j'ai appris, par exemple, que avoir un modèle de contrat, c'est super important. Donc, les photographes, ils arrivent sur Photo Studio, au début, ils devaient copier-coller leur contrat depuis un Word ou quoi, le mettre en forme dans un WYSIWYG, tu vois, le sauvegarder, et puis il faut l'envoyer à leur Ouais. client. Bah, c'est une tâche qui est super chiante.
T'es photographe, t'arrives, tu l'apprends, tu clairement. copie-colles depuis Word et la mise en page qui se casse, etc. Il faut, au final, j'étais voir un avocat, on a fait un modèle de contrat béton ensemble. Il est maintenant, tu t'inscris en photo studio, t'as ce modèle de contrat en plus gratos qui est là et en un clic, tu l'envoies et c'est réglé, quoi. Tu vois, c'est Ouais, des, ton problème est devenu un voilà, c'est avantage de ça. ouf sur Ouais, ta un avantage de plateforme. ouf parce qu'il y a plein de photographes qui sont inscrits pour avoir ce modèle de contrat, quoi. Et donc, c'est parler, quoi. Idéalement, c'est regarder parce que j'ai fait plusieurs workshops aussi en présentiel avant ce Covid, du coup, où je faisais une démo à 10 photographes et on prenait une après-midi et voilà, je leur expliquais comment ça fonctionnait. Et puis, je m'asseyais à côté d'eux et je regardais ce qu'ils faisaient, tu vois. Et ça, t'apprends énormément. Quand tu vois que quelqu'un cale sur un écran et te dit, maintenant, j'aimerais bien faire ça et je sais pas le faire, c'est chiant à faire parce que pour un dev, tu comprends pas, tu dis mais regarde, c'est là, il faut cliquer. Ta première réaction, ce serait ça, tu vois, ce serait de dire mais t'es bête ou quoi. Alors qu'en fait, bah non, c'est tes clients et si elle cale à cet endroit-là, bah t'es certain qu'il y en a plein qui vont caler à cet endroit-là, donc il faut l'améliorer, quoi. Il faut que donc ouais, écouter, parler, regarder, c'est de loin le plus important. Ok. Et le feedback que tu viens de donner, ça m'a fait penser à un logiciel que j'utilisais. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un peu comme Hotjar. Ouais. En gros, tu peux record l'écran de quelqu'un qui est sur ton site. Et des fois, j'allais voir des records et tu fais, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? Et tu vois qu'en fait, il cherche quelque chose et il finit par trouver. Et t'es là, toi, tu l'avais mis en plein devant, genre l'endroit pour s'inscrire. Et lui, il est là, il cherche partout dans tout le site. T'es là, tu fais, Non, c'est clair. oh là là. Et c'est particulièrement dur pour des devs, comme je disais, pour des devs comme nous, regarder son écran, mais plus avec les yeux de dev, mais avec les yeux de clients potentiels, c'est dire où est-ce que je pourrais y aller, c'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut, je crois que seul on sait pas le faire, il faut vraiment, voilà, suivre ses utilisateurs et regarder ce qu'ils font, quoi. Alors ouais, ces outils-là, c'est bien, c'est Egg quelque chose, non, c'est pas, comment ça s'appelle, Crazy Egg ou je sais pas quoi, la plateforme, qui te permet effectivement de faire les recording d'écran. Moi, j'avais pris l'abonnement pendant un moment, et puis je me suis rendu compte que finalement, ça prenait quand même beaucoup de temps de les regarder, et que finalement, je payais pendant des mois pour en regarder très peu, et j'ai laissé tomber, et j'ai préféré remplacer ça, comme toujours, par une bonne discussion avec des vrais utilisateurs, Ouais. quoi. Oui, oui, je vois. De toute façon, c'est pour le même objectif. C'est juste que tu le fais différemment. Et pour le coup, ta solution est meilleure que le logiciel puisque t'as pas le. Tu peux poser la question au mec, qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi? C'est quoi? Parce que des fois, moi, j'ai jamais compris ce qu'il voulait. Il est parti du site et puis tu dis, qu'est-ce qui est. Je sais pas. J'ai vu qu'il a galéré, mais aucune idée de pourquoi. Et puis t'as pas son nom, c'est anonyme et tout, donc Ouais. bah, Non, c'est super c'est important. perdu. J'ai appris énormément Ouais. en appelant ces utilisateurs, pas ceux qui s'inscrivaient, mais ceux qui s'inscrivaient pas, quoi. Enfin, qui ne continuaient pas l'abonnement payant. Pourquoi est-ce qu'ils le faisaient pas? Mm. Sur l'application U2U, dans la startup dans laquelle j'ai bossé, j'avais un groupe Facebook où à chaque fois que je publiais des mises à jour de l'app, je leur publiais en avant-première à eux. Et j'ai eu une tonne de feedback comme ça où en fait je me rendais compte que tu sais, quand tu es développeur, au début, ce que tu disais, c'est que tu fais des trucs techniques que tu aimes bien. Et souvent, dans les trucs que tu aimes bien aussi implémenter des trucs un peu stylés en design ou d'essayer des choses, etc. Et en fait, les utilisateurs, tous les trucs stylés, pour eux, c'est infâme en termes d'expérience. Ils comprennent rien. Faut que l'application, elle soit le plus standardisée possible par rapport à ce qui existe. Ce qui n'est pas du tout fun en tant que développeur, parce que tu te dis, j'invente rien. Mais c'est en inventant rien que tu vas servir le mieux tes utilisateurs. Et ça, c'est très dur à comprendre au début. En fait, moi maintenant, je travaille plus que comme ça. Donc, à chaque fois que je fais une grosse nouvelle fonctionnalité, je fais la version le minimum possible. Donc, je fais une première version super simple de cette fonctionnalité. Je la mets aussi sur mon groupe Facebook. J'ai 1600 photographes dans un groupe, Ouais. donc je publie ça. Et puis j'attends les retours, quoi. J'attends les retours. Et puis un mois après, hop, j'itère. Parce que si tu veux faire la version parfaite dès le début, bah, t'y arriveras pas. Soyons honnêtes, t'y arriveras pas. T'as beau en parler avec les gens, etc. C'est seulement à l'utilisation que tu verras vraiment ce qui se passe et si ton truc il marche ou pas, ce que tu vas faire évoluer. Tu sais, j'ai retiré des trucs des photos sûres, des trucs que j'avais développés en me disant ouais Ouais. c'est super important. Finalement, tu te rends compte quand tu regardes dans ta base de données, etc. Les stats, tu vois que c'est pas utilisé. Tu l'enlèves. Alors oui, j'ai eu 3 personnes qui m'ont dit ah vous avez enlevé ça, c'est dommage. Alors peut-être que ces 4 personnes-là étaient pas super contentes parce que j'ai enlevé un truc. Mais à côté de ça, ça simplifiait l'utilisation au quotidien d'autres personnes qui n'avaient pas besoin, tu vois, et pour qui c'était un frein en moins, tu vois. Donc il y a rien à faire, être attentif à ce qui se passe, y aller step by step plutôt que de vouloir tout faire d'un coup trop bien. Mm. Je crois que c'est super important. Ouais, ouais. J'irais même plus loin dans ça. J'ai vu dans des produits, et j'ai trouvé ça super malin, des mecs qui avaient pas codé les features et qui ont juste mis un bouton ou quelque chose qui t'expliquait ce que fait la feature et tu cliques et ça dit bah, c'est pas encore là. Et ils enregistrent le clic et comme ça ils voient, en fait les gens ils auto-votent dans la plateforme. Ça c'est génial, j'avais trouvé ça Ah, c'est vrai que c'est pas mal. le gain de temps.
C'est pas mal. Pardon. C'est pas mal tout. Moi, j'avais fait aussi un système de boîte à idées, si tu veux, comme ça, où tu peux. Ouais. Tu vois, quand tu as des suggestions, tu les mets dedans, puis les gens votent, ça donne quand même une très bonne idée. Moi, ça a été très bien vu, ça. Non seulement ça donne une bonne image, parce qu'on on dit, ouais, c'est chez Photo Studio, il faut attention à ce qu'on leur demande. Donc, c'est bien pour ta com, et en plus, ça te permet vraiment de vraiment voir ce que les gens veulent, quoi, parce qu'ils votent pour des trucs. Après, ça change rien. C'est pas pour ça que si un truc est super voté et que moi, je veux pas le faire, je le ferai quand même pas. Mais ça donne quand même, ouais, Oui, c'est une aide. ouais, C'est une aide. clairement. Je sais pas si tu connais Kenny, C-A-2-N-Y.io. Non. C'est une plateforme qui est faite pour ça. Ça ressemble à Product Hunt. C'est que des feature requests d'utilisateurs et ils peuvent les upvoter. Et ce qui est génial, c'est que toi, côté administrateur, dès que tu mets des trucs qui sont finis, tu peux les lier à ton GitHub privé. Et dès que c'est fini, ça envoie des emails tout seul aux utilisateurs. Là, la feature est en prod, tu peux aller voir. Merci d'avoir voté. Et le produit coûte ultra cher, c'est 50 balles par mois, je crois. Ce que je trouve très cher pour ce qu'ils font, mais ils le font énormément bien. C'est assez ouf. Ouais. C'est assez ouf. Écoute, en tant que bon dev, mauvais client, je l'ai fait moi-même. Donc, j'ai pareil quand je ferme une feature, moi c'est pas automatique, mais je mets après le texte que je veux envoyer, j'appuie sur terminer et ça renvoie aussi aux personnes qui avaient voté un email en disant c'est bon, c'est en ligne, vous pouvez utiliser quoi. Ça c'est top. En vrai, quand tu fais ça, les gens ils ont une perception de valeur qui est dingue. Où tu les remercies, tu dis c'est grâce à toi qu'elle est arrivée, etc. C'est fou. Ça et la réactivité. Je veux dire, Ouais. c'est ça une des plus grandes forces qu'on a en tant que dev, c'est qu'on peut réagir super vite. Un mec voilà, il y a un photographe qui a lancé un projet comme Photo Studio aux États-Unis. Il est photographe, il a une équipe de développement derrière. Ben, quand il veut faire quelque chose, il doit passer vers son équipe de dev. Ça prend 3 semaines, tu vois, souvent. Ouais. Moi, dans le groupe Facebook, il y a quelqu'un qui demande quelque chose, un bug ou une correction rapide. Parfois, ça m'arrive de la faire dans la minute et je réponds 5 minutes après au gars et je dis voilà, c'est réglé. C'est bon. Les gens, ils hallucinent. Hein. Franchement, ils te disent c'est quoi Photo Studio, c'est un truc de fou quoi. Comment est-ce que vous faites pour être aussi réactif et comment est-ce que vous faites pour que ça aille si vite quoi. Ouais. Et ça paraît bête, mais c'est pour ton image, c'est énorme. C'est énorme parce que le support client, c'est l'un des trucs les plus importants aujourd'hui. Et si tu peux faire des trucs comme ça super vite, ça donne une image, un truc de fou quoi. C'est Ah ouais, non. Je suis très d'accord avec toi. C'est un des trucs qui était le plus marquant quand j'étais à U2U. On était obligé chacun de faire une fois par mois un jour de support. Et la journée où j'étais au support, j'étais sur le projet tout le temps. Je répondais aux mecs et en live, je fixais les problèmes. Les gens, ils étaient fous. C'était là, what the fuck? Mais c'est des. What? Tu sais, alors que tu as l'habitude des supports. En plus, j'ai l'impression qu'en France, on a vraiment très peu bien compris que c'est important le support. Du coup, il y a plein de services où tu es habitué, tu fais une requête et tu auras une réponse au bout d'une semaine qui te dit on va traiter votre sujet. Puis au bout d'un mois, le truc s'est perdu. Enfin, tu vois, je suis amoureux des produits WeThings, j'adore ces produits, c'est une boîte française et le support, ça fait 6 mois que j'essaye d'avoir un renvoi de colis d'un produit qui a cessé de marcher. Les mecs, ils m'ont répondu il n'y a pas longtemps parce que j'ai relancé en rageant pour leur dire mais les gars vous faites quoi, genre vous avez oublié mon ticket de support. Et ils m'ont dit oui on l'a fermé sans faire exprès, désolé. Vos produits sont géniaux mais le support il pue la daube, c'est fou. Et c'est super important en vrai, ça casse la valeur de la marque, tu vois. Maintenant j'ai plus envie de la recommander cette marque alors que je la kiffe, mais je sais que dès que tu as un problème avec, bah, ah. elle laisse tomber, tu vas le jeter le produit plutôt qu'avoir un truc. Ouais, et puis en plus en tant que dev, le support, t'apprends énormément quoi. T'apprends à connaître tes Ouais, utilisateurs, t'apprends à savoir comment ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin exactement. Quand tu développes quelque chose, tu vois exactement l'impact que ça a ou pas. Tous les devs devraient faire du support. T'apprends trop de choses et tu te rends vraiment compte finalement. C'est plus ouais tu développes pour un chef de projet qui lui en parle au client. Non, tu vois directement ce que ton code va avoir comme impact sur la vie de tes utilisateurs et ça c'est hyper important. ouais. Non, mais clairement, tu prêches un convaincu là-dessus parce que des fois, et en plus, quand tu travailles dans des grosses boîtes, c'est le pire, je pense, c'est que tu fais des trucs et t'as jamais l'impression qu'il y a quelqu'un qui va l'utiliser. Alors que là, à l'inverse, si tu es au support, tu vois ce que les gens font avec ton code et c'est déjà une fierté quand ça marche. Et quand ça marche pas, tu te rends compte de trucs que tu n'avais pas pensé pour eux, quoi. Et ça responsabilise aussi parce que tu te dis ouais si je fais un bug et si je Ouais, mets un truc en prod qui plante bah derrière voilà ce que ça génère comme support négatif et voilà ce que les gens qui râlent ils sont nombreux et ça pose problème quoi donc ouais clairement. ah, je suis d'accord. Au début, je considérais pas du tout le mec qui était au support à U2U. Genre, je trouvais que ça servait un peu à rien ce qu'il faisait enfin, et quand j'ai fait son taf, je me suis rendu compte que c'était moi qui causais beaucoup de ses problèmes et que je l'avais pas écouté.
Et Ah, c'est peut-être qu'on clair, n'aurait pas c'est besoin de clair. lui si j'avais mieux fait mon travail, quoi. C'est rigolo. Et d'ailleurs, j'ai le problème avec mon Bon, dev actuel, là, que j'adore, Mickaël, avec qui que j'ai engagé. ouais, Je l'adore et c'est un super bon dev. Il est plus jeune que moi, donc il maîtrise plus de nouveautés que moi, etc. Donc il est sûrement devenu meilleur que moi, mais je lui fais pas confiance pour déployer en prod, tu vois. C'est toujours moi qui déploie en prod. Parce que je sais que lui, il est d'accord. pas conscient encore de ça. Il est pas conscient à quel point un truc qu'on met en prod, qu'il aura pas bien testé et qui va faire péter un truc, que derrière, ça va générer des tonnes de messages qu'il faut répondre, etc. Et c'est pour ça que Et ouais. je reste le point, avant la mise en prod, c'est quand même moi qui revalide tout, qui reteste tout avant de déployer, etc. Et ça, Et pour tu le as fait faire moment, du support déjà? non, jamais, il faudrait, je pense. Il faudrait effectivement Ouais. aussi, ouais. Il faudrait. C'est Ouais, ouais, clair. grave. C'est clair. Grave. OK, on va un peu pouvoir passer à mes questions de partie 2 parce qu'on a fait pas mal, on a couvert pas mal la partie 1, même un petit peu la partie 2. J'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi, donc tu nous as dit où c'est que tu voulais l'amener, ton projet. Finalement, tu veux le faire grossir en Europe sans forcément le changer fondamentalement? T'as des nouvelles fonctionnalités vraiment que tu veux mettre, qui vont un petit peu, changer le produit ou c'est vraiment juste l'ouvrir à l'Europe? Alors, c'est ouvrir l'Europe, mais il y a quand même des nouveautés dans le sens où une demande qui revient tout le temps. Tu sais, les photographes, je leur ai fait une interface de gestion qui gère quasiment tout. Ils doivent plus en sortir. Ils ont tout qui est dans un même truc super bien fait, etc. Mmh. Et une demande qui revient tout le temps, c'est les newsletters. C'est ouais, mais on aimerait bien pouvoir envoyer des newsletters directement depuis Photo Studio. Et tu le sais, envoyer des newsletters, ça paraît simple, mais derrière, c'est quand même plus complexe. Il faut, si tu veux pas que ton adresse email devienne merdique parce que tu envoies des trucs qui passent en spam, etc. Et ton score diminue et puis après tout va passer en spam. Ça se gère pas Ouais. n'importe comment. Il y a comme des boîtes comme Mailchimp et autres qui ont des centaines de personnes qui bossent sur une newsletter, donc c'est pas si simple. Mais on va mettre en place en petit proto. Et surtout, la grosse différence, c'est qu'on va faire on va essayer d'augmenter le panier. Donc, pour le moment, le Photo Studio, ça a toujours été tout compris pour 29 € par mois. Ici, on va dire, ouais, c'est 29 € par mois, mais newsletter, c'est un module payant supplémentaire. Donc, je sais pas combien, c'est ça, 6, 7 € en plus. Donc, vous, les newsletters, bah, ouais, on a fait un module, mais c'est payant. Et donc, l'idée, c'est, t'imagines, D'accord. on a comme 1000 newsletters payants. Bah, tu peux facilement aussi avec ça, si tu as des bonnes features payantes en plus, ça peut aussi, la Doria, faire augmenter le MRR, quoi. Donc, on va pas tester ça, quoi. Tester quelques modules, qui sont vraiment complémentaires, mais qui, pour moi, sortent de l'abonnement gratuit, enfin, de l'abonnement payant, mais ils doivent payer un supplément, quoi. C'est un peu ça les évolutions que je vois D'accord. là sur cette année-ci, quoi. Et justement, par rapport aux photographes, donc tu vises que des indépendants finalement, il n'y a jamais de gens qui bossent en équipe? Ou tu as des fonctions Alors comme ça? j'ai quelques gros studios où ils sont plusieurs photographes à bosser ensemble, mais honnêtement ça reste une minorité. Moi mon client type c'est un auto-entrepreneur, photographe auto-entrepreneur D'accord. qui gagne son salaire, qui est content quand tu vois. C'est vraiment le client idéal. Et c'est pour ça que la France d'ailleurs est un supermarché. Et c'est pour ça que je sais pas encore l'Allemagne est-ce qu'elle sera aussi bonne, ce sera un aussi bon marché ou pas parce que il y a pas ce statut auto-entrepreneur donc il y a sûrement moins de photographes. Et voilà, tu sais D'accord. en France, le métier de photographe, c'est quand tu demandes aux gens ce qu'ils rêveraient de faire comme métier, photographe en numéro un. Ah Donc bon? ouais, un truc de fou. En France, le métier le plus rêvé, c'est le métier de photographe. Et D'accord. tu combines ça plus statut d'auto-entrepreneur, bah tu comprends que du coup, tu as un marché qui augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est très facile de se lancer au final, même si tu fais Bah oui, 5 séances par mois, c'est pas très grave, quoi. Donc voilà, à tester. d'accord. Ouais. Super intéressant. Du coup, on a pas mal parlé de comment tu optimises ton MRR finalement en refaisant ton onboarding. On veut peut-être un peu parler de tes autres projets et tes projets futurs. Tu as d'autres choses que tu aimerais lancer dans le futur? Bah écoute, moi j'adore tester tous les business models en fait. Donc c'est con, mais j'ai été employé, j'ai été freelance, j'ai une boîte de service, j'ai lancé un site communautaire, un jour je lancerai sur ma marketplace, j'ai un SaaS, et j'aimerais bien tester un peu tous les business models possibles. Et là un truc qui me branche pas mal, c'est la formation en ligne. Donc je suis en train de suivre une grosse formation aux États-Unis, enfin 2 formations aux États-Unis sur 2 sujets qui me parlent plutôt bien. C'est en fait créer une vraie bonne formation en ligne, mais pas juste des vidéos sur Udemy, tu vois, un truc où Ouais. toutes les semaines tu réalises quelques vidéos et puis tu fais des lives derrière pour répondre aux questions de tes membres, etc. Et derrière, à terme, après la formation, arriver à un site membre, un membership, comme on dit aux États-Unis, un Ouais. site payant, si tu veux, sur lequel tu continues à publier du contenu vraiment de qualité pour les gens qui ont suivi ta formation, si tu veux. Ça, c'est un business model que j'aimerais bien tester.
Et donc, il y a de fortes chances que sur 2021, l'année prochaine, avec mon podcast Mature Dev, je teste ça. Donc, je mets en place une formation, voilà, lancez votre SaaS, enfin, générez vos premiers 1 000 euros avec votre SaaS, par exemple. Ce serait une formation, je sais pas moi, de 12 semaines, où toutes les semaines, tu as des vidéos, et créer une communauté derrière pour que les gens se poussent les uns les autres, parce que je me suis rendu compte quand même que le problème majoritaire que les porteurs de projets ont, c'est la motivation. C'est rester motivé sur la durée et pas baisser les bras. Et quand tu rentres du boulot, se dire j'ai encore bossé un peu sur mon projet, etc. C'est dur. Donc essayer de créer vraiment des gens soudés entre eux via cette formation, si tu veux. Donc des gens qui ont payé un accès à cette formation, donc qui seront d'office un peu plus motivés et qui vont se booster les uns les autres, quoi. Voilà, c'est un projet que je t'annonce là comme ça. Je l'ai en tête. Je t'avoue qu'il y a de fortes chances que ça sorte fin du premier trimestre de cette année-ci, de l'année prochaine, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. Et c'est voilà, le podcast, pour le moment, c'est pour le fun absolu. J'adore mon podcast. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Mais si à terme, je peux y trouver un petit business model qui va bien en plus, c'est encore plus intéressant, quoi. Ouais, clairement, c'est s'amuser, c'est cool. Et si quand t'as appris à t'amuser et que l'argent tombe derrière, c'est encore plus cool. Ouais, et puis surtout, en fait, moi, j'ai eu un déclic. C'est dans une des formations que je suis. On fait pas pour l'argent, mais tu le fais pour aider les autres au final. Et le fait d'être payé fait que tu pourras aider encore plus. Parce que le podcast, Ah oui. quand tu le fais gratos, moi je fais déjà un épisode par semaine, ça me prend, je sais pas, 4 heures par semaine par exemple de tout faire. Bah, du coup, si je suis payé pour ce que je fais, je vais pouvoir donner encore plus. Parce que toi, tu fais tout. Tu fais le montage, tu Ouais, je fais fais la tout, distribution et tout. je fais tout de A à Z pour le moment sur le podcast, parce que c'est un projet qui rapporte pas d'argent et que, voilà, pour le moment, c'est pas un projet pour lequel j'ai envie d'investir, de payer quelqu'un pour m'aider ou quoi. C'est pas encore le but. Alors peut-être que plus tard, quand ça rapportera de l'argent, c'est clair que je paierai quelqu'un pour le montage et pour les vidéos YouTube ou autre. Oui, clairement. Mais là aujourd'hui, je fais tout moi-même, et surtout, je trouve qu'en tant que bon dev, c'est le meilleur moyen d'apprendre, quoi. Je veux dire, quand tu fais tout toi-même de A à Z et pendant quelques mois, au moins tu comprends chaque partie du job et tu sais là où tu peux optimiser. Et si quelqu'un doit te suivre derrière pour t'aider, tu vas savoir comment le former, comment tu bosses exactement pour qu'il soit vraiment efficace, quoi, tu vois. Donc, je suis assez fan de ça. D'ailleurs, fais tout toi-même pendant un petit temps, et puis quand tu maîtrises bien et que c'est possible, tu délègues, quoi. C'est ça, ouais. Donc du coup, un peu le futur de The Mature Dev, c'est ça, c'est lancer potentiellement une formation en ligne. Ok. Ouais, c'est Et ça. donc au niveau de fin de premier trimestre 2021. Ouais, c'est parfait, ça sera un peu avant, un peu après le podcast qui sortira, parce que ça sort dans assez longtemps, comme je t'ai expliqué. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, on va un peu voir. Donc, une des dernières questions avant mes questions finales, je pense, c'est un petit peu pourquoi maintenant, après avoir fait tous ces parcours, tu as choisi d'être indépendant, finalement, d'être indie. Alors moi, ma valeur principale, c'est la liberté, clairement. En fait, c'est inhérent à mon sport. Donc moi, il faut savoir que la planche à voile, par exemple, et le surf, c'est des sports que tu peux pas faire tous les jours. Tu peux pas dire, ouais, demain, je prends ma raquette de tennis et je vais jouer. Ça, tu le fais quand tu veux, mais la planche à Ouais. voile, c'est pas pareil. Il faut du vent, il faut des vagues, donc il faut que toutes les conditions soient réunies. Et si t'es pas libre et si tu bosses toute la semaine 8-17 et que tu peux aller que le week-end, tu rates toutes les meilleures sessions. Parce que les meilleures sessions, c'est toujours le lundi ou le mardi ou quand tout le monde bosse et que voilà. Et donc moi, mon premier élément pour me motiver, c'était ça, c'était de me dire, c'est ma passion dans la vie. Je veux dire, après ma femme et ma fille, c'est l'endroit où je suis le mieux au monde. C'est quand je suis sur l'eau, sur ma planche de surf, sur ma planche à voile, tu penses plus à rien en fait. T'es vraiment dans le moment présent, tu penses plus à rien, t'es complètement déconnecté du monde réel. Tu penses juste à surfer les vagues et c'est vraiment une sensation incroyable. Et moi, je voulais plus de ça dans ma vie. Donc, je voulais pas en faire 5 fois par an, mais je voulais en faire beaucoup plus. Et pour ça, il fallait être libre. Il fallait pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui, il y a du vent, il y a des vagues. Je vais à l'eau et je bosse pas, quoi. Et je peux te dire que mon pote qui est chauffagiste, mon meilleur pote avec qui je vais naviguer régulièrement, lui il est dégoûté parce que lui chauffagiste, donc il bosse tous les jours de la semaine. Ouais. Et quand moi je vais naviguer, j'y vais seul parce que voilà, lui il râle place à pince, j'ai envie de dire. Donc voilà, je me dis que là-dessus j'ai réussi, quoi. J'ai la liberté de pouvoir vivre la vie que je veux. Pour moi c'est le plus important. Et c'est ce que je dis toujours moi à tout le monde, c'est quand vous vous lancez, soyez sûr de pourquoi vous le faites, quoi. Parce que sinon, si ce pourquoi il est pas assez fort, tu risques d'abandonner en chemin, quoi. Tu risques de te dire, d'abandonner, de te dire, bah voilà, je fais ça, j'ai fait ça pendant 3 mois, ça marche pas, je vais arrêter et tant pis. Par contre, si tu te dis, tu sais pourquoi tu le fais, tu as vraiment un vrai objectif en tête, tu le fais pour changer ça ou pour pouvoir faire autre chose dans ta vie, pour voyager plus ou peu importe.
bah tu sauras pourquoi tu bosses et tu sauras pourquoi tu le fais, quoi. Et pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Mais clairement, quand tu te lances en indépendance, t'es seul, quoi. T'es seul, tu vas avoir plein de choses à apprendre, tu vas avoir plein de difficultés à porter sur tes épaules. Si t'es pas déterminé, ça va être dur, hein. Ça Ouais. va être dur de continuer. Et surtout, il faut Parce prendre plaisir que, dans le chemin, quoi, comme toujours. ouais. Prendre plaisir étape après étape, se former, apprendre, et il faut prendre plaisir à ce qu'on fait, quoi. C'est clair. Yes, yes. Bon, mais très bien. On va pouvoir passer à mes questions finales et on aura fait le tour de ce podcast. J'ai vraiment kiffé parler avec toi. Bah, super, moi aussi. Parfait, alors. Et j'espère que les gens vont kiffer écouter, surtout. C'est ça le plus important. Ouais, ouais. Je pense que ça devrait le faire aussi. Du coup, la première de mes dernières questions, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, en fait, c'est ce que je dis sur Mature Dev tout le temps, c'est arrêtez de commencer à coder dès que vous avez une idée, quoi. C'est ça, si on m'avait dit ça à 20 ans, j'aurais peut-être gagné beaucoup, beaucoup de temps, parce que je te dis, j'ai lancé tellement de projets dans le vide, quoi. Ces projets où tu dis, ouais, j'ai une super idée, non, non, c'est pas ça, il faut pas avoir une idée, il faut trouver un besoin, quoi. Il faut rencontrer des personnes qui ont un problème et qui cherchent une solution à ce problème et développer la solution adaptée. Et pour ça, il faut communiquer, quoi. Il faut communiquer, parler. Et nous, les devs, on développe toujours dans notre coin, on a une idée, on le fait, on bosse, et on prend plaisir, hein. On développe une super solution, on prend plaisir, mais derrière, c'est après, à chaque fois pareil, si on lance un truc, il y a personne qui attend cette solution, et on se plante royalement, et au final, soit on recommence, soit on abandonne, et ouais, c'est ça. En fait, je l'ai appris par moi-même, avec l'expérience, avec les années, au fil du temps, tu apprends de tes erreurs et tu t'améliores. Mais voilà, moi et c'est ce que les gens qui écoutent Mature Dev me disent ça, me disent ouais, ta façon de voir les choses m'a vraiment changé, et c'est marrant quand j'ai des potes qui m'appellent et qui me disent ouais, Otto, j'ai une idée, je suis en train de t'appeler tel métier, je parle avec eux pour voir si ma solution les aiderait, etc. Et c'est génial, quoi, de voir que tu peux finalement avoir un impact là-dessus. Donc oui, moi c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise, et c'est ce que je dis via le podcast. Donc voilà, ça au moins je suis cohérent, quoi, dans mon discours. C'est clair. C'est clair. Est-ce que tu as une citation préférée? Alors, je t'avoue qu'en lisant ton document, je suis pas du tout citation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est... Et je me suis dit, non, je vais rester honnête, non, je suis pas du tout citation. Et ma citation quand j'étais plus jeune, c'était si tu glandes bien, tu arrives bien. Donc ça, je l'adorais. C'était ma citation quand tu sais, quand t'étais aux études, et où j'étais vraiment Ouais. glandeur et j'aimais pas mes études, enfin, avant de faire l'informatique. Et là, j'étais, ouais, si tu glandes bien, t'arrives bien. J'adorais cette citation. Mais non, je suis plus du tout, je suis plus du tout là-dessus. Donc non, j'ai pas de citation. Et alors, c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est quand même quelque chose que je recommande dans mes emails. À un moment donné, je dis aux gens qu'il faut apprendre à glander. Parce que si tu arrives à avoir du temps où tu vas plus rien faire, tu vas pouvoir un peu faire tiens, un reset pour pour te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, vraiment. Si tu arrêtes tu te fais voler ton temps par ton newsfeed, etc., et tu commences à vraiment avoir du temps à rien faire, et tu vas pour te dire qu'est-ce que je veux faire et un peu aller vers les bonnes choses, quoi. Parce que souvent, les gens, en fait, ils veulent faire plein de choses, mais ils n'ont pas de temps. Et du coup, ils vivent dans la frustration de ne pas en avoir. Et ça mène à rien. Ça mène à rien. Donc, un des premiers conseils que je donne, c'est ça, libérez-vous du temps. Eh ben ça, je suis mais à 10 000 % d'accord avec toi. Moi, je rigole toujours quand je vois des gens qui sont fiers de dire oh, j'ai plus pris de vacances depuis 2 ans, etc. Donc moi, vous avez rien Ouais. compris, les gars. Vous avez rien compris. Il faut pas être fier de ça. C'est l'inverse. Tu te tires une balle dans le pied en faisant ça. Moi, c'est toujours effectivement sur cette période-là où je suis vraiment, je prends 2 semaines de congé ou quoi. Je fais un petit voyage et puis je reviens. C'est toujours les moments où je suis le plus créatif, où j'ai les meilleures idées qui me viennent et où je suis finalement au mieux. C'est pas quand tu bosses non-stop. Tu sais, là, j'ai terminé mon multilangue. C'était comme un gros, gros boulot. J'ai lancé ça en pleine nuit pour ne pas faire planter au cas où, tu sais, il y a tellement de personnes sur la plateforme, je voulais pas faire Ouais. planter le bazar en cas de problème. J'ai bossé beaucoup, beaucoup. Bah, tu le sens, quoi, tu vois, tu sens que ma fin de semaine, elle est foireuse. Je suis sur l'ordi, je vais faire ça, puis finalement, oh non, j'ai la flemme, oh, je vais lancer un petit Hearthstone, et puis je fais une partie d'Hearthstone, et puis non, tu sens que t'es à bout, quoi. On n'est pas des machines, on n'est pas fait pour bosser jour et nuit non-stop, on a besoin de se vider la tête, on a besoin de se reposer. Et moi, je le sens dès que je vais un peu trop loin, bah, je le sens. Je sens que je vais procrastiner, et si j'ai ça, c'est que je vais de repos, quoi, en fait. Et moi, j'ai la chance d'avoir une femme pour ça qui m'aide beaucoup parce que elle m'interdit de bosser le soir, le week-end. On va dormir à la même heure le soir, etc. Donc, elle Ok, me, ouais. elle me canalise beaucoup, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est Je plutôt cool vois, je aussi. vois. Et c'est rigolo que tu parles de ça parce que j'ai un peu vécu la même chose avec ma copine actuelle. Et elle était maîtresse
quand je l'ai rencontrée, maintenant elle est développeuse, elle a un peu changé tout. Mais quand elle était maîtresse, du coup, elle travaillait que 4 jours par semaine, puisque en France, dans le sud en tout cas, tu travailles pas le mercredi. Et du coup, j'avais pris le mercredi aussi. Et donc, je bossais que 4 jours par semaine. À cette époque-là, j'étais freelance. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais ultra plus productif en travaillant un jour de moins. Parce que tu as plus d'énergie, tu fais plein de choses qui te ressourcent. Surtout quand tu fais un truc que tu n'aimes pas tout à fait. Ça t'a énormément plus d'énergie que de travailler plus et de travailler le soir et de pas prendre de vacances, pas de week-end, etc. En fait, au final, tu multiplies le temps que tu utilises, mais tu l'utilises très très mal, quoi. C'est clair. Et du coup, Et c'est un cercle non vertueux. mais alors c'est facile à dire pour nous parce que quand on bosse déjà sur notre projet quasiment à plein temps, etc. Mais par contre, dire ça aux gens qui justement ont un job tous les jours et doivent lancer leur side project à côté, ils ont qu'après journée souvent et le week-end, etc. Et là, c'est clair, c'est une période pour eux qui est difficile. Et moi, j'allais dire, voilà, il faut malheureusement passer par là pour y arriver. Mais même à ces personnes-là, je leur donne le même discours. C'est pas en bossant 4 heures rentrant du boulot et aller dormir tard et être fatigué, etc., que vous allez y arriver. Moi, je dis, il faut viser la durée, quoi. Vaut mieux se dire, je bosse 1 heure par jour, mais je le fais tous les jours et dans un an, j'y arriverai, que de se dire, je vais me cramer pendant 2 mois, je vais travailler comme un fou et au final, je vais faire burn-out, quoi. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais c'est clair, moi, je comprends vraiment ces personnes qui doivent bosser après journée. Je sais que c'est dur, je l'ai fait aussi avant vous. Et voilà, sachez que si vous le faites sur la durée, de manière raisonnable, ça portera ses fruits à un moment donné, quoi. Clairement. Mais moi, souvent, je recommande aux gens de passer en 4/5e, parce que souvent, tu peux le faire. Tu perds pas énormément d'argent non plus de faire 4/5e, et par contre, tu as gagné une journée dans ta vie tous les jours où tu vas pouvoir faire des trucs pour toi d'abord, puis après, peut-être lancer des projets. Et ça, c'est. Parce que souvent, les gens se disent, bah, si je veux lancer mon truc, je me mets au chômage, et pendant 2 ans, je fais Pôle emploi et j'espère y arriver. Ça, c'est le crash test. Ça peut marcher, mais ça peut faire très mal. Alors que tu as des solutions un peu entre deux qui sont te libérer un peu de temps. Ça peut être aussi à mi-temps, hein, si vraiment tu gagnes un bon salaire, Ouais, tu peux ouais. le faire. C'est pas pour tout le monde, mais déjà, 4/5e, je pense les 3 quarts des gens peuvent le faire sans perdre trop de niveau de vie, Ah, c'est clair. etc., quoi. C'est clair, ouais. C'est une bonne solution aussi. Mais il faut pas non plus que du coup cette journée-là devienne la journée où oui, on va faire les courses et au final, en fait, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça dans la maison et puis au final, tu bosses quand même Ouais, chez 4 heures ton projet. Donc, c'est un problème aussi quand tu libères parfois. Enfin, moi, les échos que j'ai eu, c'est des gens qui se libèrent une journée, c'est dire ouais, mais du coup, ils se libèrent trop de temps et comme on dit toujours, trop de temps, c'est pas bon non plus parce que voilà, ah oui, d'accord. Ouais. tu vois ce que je veux dire, voilà. Je crois que, en fait, Ouais, je suis il y a d'accord. pas une solution miracle en fait. Tout dépend de chacun, de sa personnalité, hein. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je suis indépendant et je sais que le matin je me lève, tu vois, même si j'ai la flemme, j'allais dormir un petit peu, je me lève le matin, quoi, tu vois. Si je pourrais dormir jusqu'à 10 heures, bah non, je sais pas moi, à 8 heures je suis debout et je le ferai tout le temps parce que je suis drivé, quoi. Je sais que j'ai envie d'atteindre des objectifs, j'ai envie de faire des trucs et ça me motive à me lever le matin, quoi, tu vois. Mais il y a des gens qui ont pas ça, il y a des gens qui le matin pour se lever c'est impossible et par contre ils préfèrent le faire le soir. Il y a pas une bonne Oui, stratégie, c'est ça. il faut se Ouais, c'est connaître sûr. soi-même, quoi. Il faut se connaître soi-même et voilà, il faut pas travailler contre nature non plus, quoi. Ah, je suis clairement d'accord, hein. Tu prêches un convaincu. Moi, je ne commence pas à travailler avant 10 heures du matin. Je suis vraiment pas matinal. Et en fait, c'était ultra dur avant, quand j'étais employé et tout, de faire comprendre ça aux gens. Sauf que quand j'ai forcé le truc, ils ont vu qu'en fait, je travaillais mieux et plus. Donc finalement, ils ont fini par accepter que bah, ce mec-là ne mettait pas des réunions le matin, ça sert à rien. Et puis, mais ça marche bien. Et, et je pense qu'on va tendre vers de plus en plus, même en entreprise, à adapter aux gens les process parce que bah, c'est beaucoup mieux, quoi. Si tu as des gens dans ta société qui ont des enfants et que tu leur adaptes pas leurs horaires, bah, tu vas leur faire vivre un enfer pour rien, quoi. Alors que si tu les laisses adapter comme ils veulent avec leurs enfants, mais ils seront beaucoup plus heureux et ils géreront beaucoup mieux leur temps, quoi. C'est une des raisons qui m'a fait aussi me mettre comme indépendant, hein. Quand j'avais 20 ans et que je bossais dans ma première boîte d'informatique, Mhm. tu sais, j'étais passionné depuis longtemps, donc j'avais quand même un gros niveau hors dev. Et voir que tu étais payé le même salaire que d'autres devs de ton âge et que tu faisais leur job en 2 jours et eux mettaient 5 jours pour faire un truc, toi tu le faisais en deux, tu te dis, mais à un moment, tu te dis, mais attends, c'est quoi ce délire là? Pourquoi est-ce que moi je devrais. En gros, je fais quoi? Je ralentis ma cadence de travail pour être comme eux. Ou bien quoi, je demande une augmentation, ou bien je fais mes 2 jours puis je vais pas bosser les 3 autres jours. Ouais. C'est quoi la solution à ça en fait? C'est quoi la solution? Et moi, ma solution, c'était de me dire, bah voilà, je suis 2 fois plus productif que mes collègues, bah je m'en fous, bah 2 jours par semaine, quand je suis à mon boulot et que je suis payé par mon boss, je bosse sur mes projets à moi.
Et D'accord. j'ai fait ça. Et voilà, au final, c'est peut-être pas très correct parce que j'étais payé, mais au final, je faisais le même job que tout le monde, tu vois. Et j'ai jamais eu de remarques négatives. Mon patron m'a jamais dit, Otto, tu bosses moins bien ces temps-ci. Non, parce que je faisais ce que j'avais à faire, quoi. Et là, c'est aussi, je me suis dit, mais merde, on n'est pas dans un monde où tout le monde doit bosser les mêmes horaires. Il y a des gens qui sont plus, comme tu dis, qui sont plus performants le soir, d'autres le week-end. Enfin, peu importe. Au final, tant que tu fais ce que t'as à faire, t'as pas à rendre de compte sur combien d'heures t'as bossé, d'où et comment. On s'en fout, quoi. Bah, on est en train alors en France, c'est très implémenté quand même le présentiel et on l'a vu avec le confinement là. Et ils ont voulu mettre des pointeuses à tout le monde ou montrer que tu es toujours derrière ton écran. Enfin, j'ai vu des trucs absurdes. Mais je pense que ça a peut-être aidé le Covid où les gens vont se rendre compte que c'est la productivité qu'on devrait mesurer plutôt que le temps. Et petit à petit, on va peut-être aller vers une société où on vend plus notre temps. Ce serait le feu. Ah, je crois que le Covid, voilà, malheureusement, a fait plein de trucs négatifs, mais l'impact positif du Covid, c'est comme ça. C'est comme le travailleur remote qui va devenir plus répandu, plus accepté. Ça, c'est quand même une bonne chose pour tout le monde, que ce soit pour nous, que ce soit pour la planète, que ce soit pour. Enfin, voilà, je crois que c'est quand même quelque chose de génial, quoi. Et tout le monde devrait pouvoir profiter. Oui, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a que des avantages et tu as des gens qui veulent pas et qui disent mais non, c'est plein d'inconvénients, on peut pas parler ensemble, on peut pas. Mais quoi? Tu parles des réunions où vous étiez 25 et que personne écoutait? C'est ça que tu dis que tu vas pas pouvoir faire et que t'es pas content? En fait, moi, Mais ayant été patron et ayant payé des salaires, je comprends quand même l'autre point de vue qui est ouais, mais moi je les paye, ils sont chez eux, tu sais pas exactement ce qu'ils font. Je suis certain que quand ils sont chez eux, il y a quand même des moments où ça glande pas mal, etc. Mais au final, tu comprends vite que on s'en fout, comme tu dis, c'est le résultat qui compte. Tant que t'es content du job et tant qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, qu'ils le fassent en 4 heures ou en 8 heures, tant que toi derrière tu peux en vivre et que tu gagnes ta vie, tu factures ton client, et le client est content, ça allait, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu bosses avec des indépendants, tu es tout à fait OK avec ça. Tout le monde est OK. Enfin, moi, pour le podcast, je bosse avec Antonin. Il m'a donné un prix pour monter le podcast et j'ai dit OK. Et tant que je suis content pour le travail que j'ai demandé, je sais pas combien de temps il passe. S'il faut, il a un truc en automatique qu'il a super bien réglé et et ça se passe en 10 minutes, j'en sais rien. Mais je suis super content. Le travail est fait, le prix me va, c'est très bien. Et enfin, c'est un peu le jeu, quoi. Et je trouve que c'est, enfin, je sais pas, on a un esprit très bizarre de se dire qu'on doit absolument lier ça au temps. Enfin, rien que tu traverses la Manche, de l'autre côté, ils sont pas comme ça. En Angleterre, ils ont très bien compris que c'est l'objectif et où on va et est-ce que c'est rempli qui est important et pas le temps qu'on y passe pour le faire, quoi. C'est clair, tout à fait. C'est enfin et c'est quand tu vois du coup, vu nous on vient du milieu de développement, donc on connaît bien les protocoles, pour un peu, bosser en équipe et cetera, donc l'agile et cetera. Tout est basé sur la productivité des gens et pas le temps qu'ils y passent quoi, ou très peu. Je sais qu'au début, les process agiles, il y avait beaucoup de liaison au temps et dans les évolutions du process, souvent les itérations liées au temps ont été retirées, quoi. Au début, on mesurait en heures et puis maintenant, tout le monde donne un poids qui ne doit pas être lié aux heures parce que sinon, en fait, ça a des biais. Enfin, ça se voit que ça marche mieux sans temps, quoi. C'est clair, c'est clair. Que voilà, ça évolue, c'est le principal. C'est ça, c'est ça. Et du coup, on va passer à mes questions finales. On a un peu dérivé, mais c'était cool. Qui est le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast selon toi? Alors, tu me diras si c'est intéressant pour toi, mais vu que au contraire de moi, tu t'as pas que des devs. Moi, j'ai une photographe que j'ai rencontrée et qui, je trouve, a lancé un truc que je trouve excellent. Elle a lancé son site de vente en ligne pour vendre en fait des fonds. Toi, les photographes, ils font des photos en studio, etc. Ils ont des fonds avec des décors derrière, etc. Ouais. Et elle a créé ses propres fonds qu'elle fait imprimer en France avec des produits bio, etc. Elle a créé son shop en ligne, elle a créé sa communauté derrière et c'est un truc qui cartonne. Elle s'appelle Joanny Dashi. Son projet, c'est Colors and Drops. Et franchement, je crois que c'est une nana super dynamique qui est super entrepreneuse, qui est passionnée et tout. Et je crois qu'elle pourrait faire un beau podcast avec toi. Donc voilà, moi, je te souffle ce petit nom-là pour un peu varier les profils, mais à toi de voir si c'est Ouais, intéressant ou pas. trop cool. Cool. Je t'avoue que j'ai des grandes difficultés à trouver des femmes indie makers, donc c'est Eh ben écoute, vraiment, elle est vraiment je suis super content. elle est vraiment en plat dedans et elle, c'est, non vraiment, elle est,
Et d'ailleurs, on lance déjà un projet ensemble, c'est en pause à cause du Covid. Je t'ai dit tout à l'heure on allait lancer, je lancerai un jour une marketplace. On est en train de s'associer Ouais. avec elle pour lancer une marketplace en fait, pour les photographes aussi. Et on a bossé, j'ai beaucoup bossé sur le projet, mais on l'a mis en pause parce que le Covid a tout foutu en l'air. Mais c'est n'est que reporté. Et sinon, écoute, Ok. officiellement, moi je t'invite aussi toi à venir sur le podcast Nature Dev parce que tu es à Dev, tu es Mathieu. Et ce serait Très pas bien. mal que tu viennes nous parler de ton expérience de vie de digital nomade et tout. Ça peut être super cool comme épisode. Donc voilà, je t'invite à venir faire un épisode avec moi prochainement. Parfait. Pas de problème. Ça me va. Ouais. Je kiffe ton podcast en vrai. Ah bah nickel alors. Parfait. Et du coup, c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, s'ils veulent un peu des news de Alors, photoshoot. me suivre, c'est facile. C'est donc de Mature, donc THE, mature.dev. Et là, vous aurez les épisodes du podcast. Il y a le lien vers mon LinkedIn. Je suis le plus actif sur mon LinkedIn pour me joindre par message privé de ça. C'est plus facile par LinkedIn ou par email. Et la chaîne YouTube que j'ai lancée récemment, etc. Tout là-dessus. Donc, The Mature Ok. Dev. L'épisode numéro 1, je me présente et je présente le concept de Mature Dev. Et voilà, je crois que c'est un bon moyen de commencer. Et après, c'est parti. Ouais. Très bien. Eh bien, je le mettrai dans la description du podcast. Merci à toi. C'était vraiment très, très cool. Bah écoute, merci à toi. Ça fait bizarre de passer de l'autre côté du micro, mais c'est super sympa de parler ouvertement avec toi. Donc, merci beaucoup. C'est la première fois qu'on t'interviewe sur ce sujet-là? Ouais, sur ce En sujet-là, ouais. podcast? J'ai fait un podcast, j'ai été interviewé par un photographe sur un podcast photographe, mais sur le sujet entrepreneuriat, etc. Je suis quelqu'un qui vit assez caché, moi. Je suis pas quelqu'un qui, je suis pas sur beaucoup de communautés à parler beaucoup avec les gens, etc. Ouais. Je suis quelqu'un d'un peu, enfin pas solitaire, mais c'est vrai que voilà, ma famille et ma vie à moi c'est la priorité, et c'est vrai que je passe peu de temps à parler de moi ou à m'exposer. Je le fais plus depuis que j'ai lancé Mature Dev. C'est un peu contre nature, donc j'ai dû faire des efforts pour ça. Mais voilà, ouais. Ah, mais tu prêches un convaincu, hein. Tous les indies que j'ai rencontrés, ils passent sous le radar à chaque fois. C'est un peu difficile des fois pour moi de faire de la pub de publier le podcast et de leur dire bah, vas-y parle-en. Ils me disent mais en fait je parle jamais sur internet, ça va servir à rien. Je dis, ah, mais il est trop bien ton histoire, ce que tu fais c'est top. Mais en fait je sais pas pourquoi on n'est pas très intéressé dans Mais écoute, les moi, fame sur internet. je le partagerai, pas pour la fame, mais voilà, parce que s'il y a des choses de nouveau. Moi, en fait, j'ai complètement switché. Et je me dis, voilà, maintenant, bah, tu peux aider des gens, aide-les et fais-le. Et tu t'en fous des gens derrière qui vont juger ou qui vont se foutre, enfin, qui vont critiquer ou qui Ouais. vont les haters, etc. J'en ai plus rien. J'ai 35 ans, j'en ai plus rien à foutre. Si je peux aider des gens qui sont intéressés par ce que j'ai à dire, bah, qui m'écoutent, et si ça les aide, tant mieux. Si ça les fait chier, bah, ils m'écoutent pas. Ils ont d'autres choses à regarder et à faire, quoi. Il y a pas de souci. Donc, moi, j'ai vraiment eu un switch à ce niveau-là. J'ai plus aucune honte à m'exposer. D'ailleurs, maintenant, je fais même des vidéos, t'imagines. Donc, l'effort a été assez énorme, quoi. Donc, je comprends. Eh bien, merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez envoyer des petits messages à Anthony sur son LinkedIn. Ça lui fera plaisir. c'est quoi mon nom de famille, t'as dit? Ah mince, tu m'as piégé. Putain, je suis vraiment nul. Attends. Huckmes. Exactement, super, parfait. Waouh, il a fallu que je relise. Enfin... Au moins, on finira sur une joke. Exactement. Mais... Donc, si vous avez aimé ma prononciation, une petite note sur le podcast sur iTunes, ça fera plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine et on se voit sur mon podcast alors. Allez. Salut.